La voix, c'est vraiment le lieu vers lequel tout le monde va parce qu'en fait, le reste a été, entre guillemets, déjà décimé, quoi. Il n'y a plus beaucoup de place. Après, on pourrait parler des réseaux sociaux et des jeux virtuels, etc., qui vont sans doute remplacer, à mon sens, les réseaux sociaux qu'on connaît, dits, entre guillemets, classiques. Mais effectivement, là, tous les GAFA vont vers le bio, dont le search, naturellement. Hello et bienvenue sur e-commerce geek, c'est Johan et Irina. On est déjà au 30e épisode, donc ça fait un peu plus d'un an qu'on a démarré ce podcast. Et avec du recul, ça a eu vraiment un impact positif dans notre activité. Ça nous a permis de faire de belles rencontres. Alors le podcast, c'est un format de contenu qu'on aime beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai fait de la musique une quinzaine d'années. Et je me rends compte que j'ai toujours eu une affection particulière pour l'audio, plus que la vidéo. Et puis le podcast est aujourd'hui en plein boom. D'ailleurs, les recherches sur Google sur la thématique du podcast dépassent celles du blog. Alors si le podcast vous intéresse, il y a vraiment une réelle opportunité à saisir. Et justement, dans cet épisode, on parle de podcasting avec Grégory Pouilly. Grégory est le créateur du podcast Vlan, que vous connaissez sûrement. Il a notamment créé le studio de podcast Plink, où il a produit des podcasts de marques comme celui d'Uber, de Greenpeace ou d'Instagram. Donc on a discuté avec lui de l'avenir du podcast, des types de podcasts de marques qui fonctionnent, quelles sont les grandes erreurs des marques dans le podcasting, comment promouvoir son podcast et comment faire pour faire connaître sa marque grâce au podcast indépendant. En seconde partie d'épisode, on discute également de l'écologie, de nos modes de vie face aux défis climatiques. Et c'est vraiment un sujet passionnant et qui est le sujet du livre que vient de sortir Grégory. Bon, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre conversation avec Grégory Pouilly. Bonjour Grégory. Salut, Johan. Bonjour Grégory et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment un grand plaisir de t'avoir jeudi sur le podcast. C'est moi qui suis ravi. Alors Grégory, tu es analyste culturel, marketeur, entrepreneur et aussi auteur. Alors tu es pour moi un des premiers influenceurs marketing francophones. Je pense que je t'ai découvert il y a au moins 10 ans avec ton blog et puis par la suite, je suis devenu auditeur assidu de ton podcast Vlan. Il y a notamment l'épisode 51 que tu avais fait avec Mo Godat sur comment hacker votre cerveau pour être heureux, que j'avais vraiment trouvé intéressant et qui m'avait fait beaucoup réfléchir. Alors, aujourd'hui, on voudrait justement discuter de podcasting. Ça fait plusieurs années que tu as créé ton podcast Vlan. Comment tu as commencé et comment t'es venue l'idée ? Merci beaucoup, merci d'avoir écouté, lu mon blog, effectivement, qui a 15 ans maintenant, donc c'est une vieille histoire, on va dire. Écoute, moi, quand je rentrais de New York, en fait, j'ai vécu à New York pendant 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de créer du contenu, parce que moi, je suis indépendant et que la manière de trouver des clients, pour moi, ça a toujours été de créer du contenu en ligne. Et en réalité, j'avais moins de visibilité quand je suis rentré, et surtout, moi, j'étais assez fort sur SlideShare à l'époque, et les gens lisaient moins, tout simplement. Je me rendais compte que je mettais de plus en plus d'énergie à créer des présentations PowerPoint qualitatives, et qu'en fait, les gens ne lisaient pas. Et en fait, j'ai cette discussion-là avec Fred Cavazza, entre autres, qui m'a dit, mais non, effectivement, j'ai le même problème, les gens lisent de moins en moins. Et je me suis dit, en fait, il y a un petit problème, en même temps c'est mon métier, hein, d'attention sur le contenu vidéo et texte, parce que ça demande une attention à 100%, et cette attention à 100%, elle est totalement saturée. Donc j'ai cherché à voir comment on pouvait toucher une attention différente, et donc l'audio. Et l'audio m'est venu d'abord parce que cette attention différente, mais aussi parce que tu peux donner un ton. En fait, et moi, quand je me suis lancé, pour être tout à fait sincère, je me suis dit, ça va permettre aussi de mettre en avant mon réseau, de montrer que je connais les personnes, que je suis pas un marketeur XY, que j'ai l'appui de tel directeur ou directrice. Donc c'est comme ça que j'y suis venu, tout simplement parce que un peu par contrainte quelque part, de l'inefficacité, ou en tout cas je voyais la baisse de régime du blogging et de l'écrit, donc c'est simplement pour ça que je suis arrivé à l'oral. Et après le blog a évolué, c'était un podcast marketing, et puis maintenant c'est devenu un podcast vachement plus sociétal. Oui. Est-ce qu'à l'époque, aux États-Unis, le podcasting avait déjà le vent en poupe ? Ouais, c'était le cas, et moi j'ai une très bonne amie qui a un gros podcast littéraire, et donc je regardais ça avec un peu de distance sans bien comprendre au début, sur la même chose, hein. Et puis en fait tu regardes et tu dis, ah ouais, mais en fait c'est intéressant, et du coup j'avais été voir des lives qu'elle faisait, enfin tu vois, des événements live où elle enregistrait son podcast en live, etc. Et puis oui, du coup je suis arrivé au podcast pour le mien
naturellement comme ça, aussi en discutant avec Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Et puis, très tôt, je crois même avant d'avoir lancé mon podcast, j'ai été invité sur Chiffon, donc un podcast sur la mode, qui avait rien à voir avec ce que je faisais, mais c'était une amie d'une amie, Valérie Tribe à l'époque. Et elle m'avait dit, ah, tu veux pas passer sur un podcast, etc., toi qui aimes bien les fringues. Donc, pas du tout sur mon sujet. Et voilà, et donc j'avais enregistré donc le podcast de Valérie, qui est devenu un très gros podcast entre-temps. J'en avais discuté avec Mathieu, et puis j'avais eu cette expérience à New York, et tout, tu vois, c'est un ensemble de faisceaux qui font que ça m'a amené au podcast il y a 3 ans. Oui, oui. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des Français qui écoutent régulièrement des podcasts. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, cette progression rapide, ou quel est l'impact que ça a eu sur Vlan, par exemple? Ouais. Alors les raisons de la croissance, elles sont relativement simples. Il y a plusieurs trucs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il y a une question de contenu, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contenu disponible, et donc des gens qui y trouvent leur compte. Il y a donc cette histoire de temps disponible, la volonté d'avoir des contenus divertissants, on va dire, et que tu ne retrouves pas forcément sur d'autres supports. Je pense qu'il y a ça j'en sais rien, mais je pense qu'il y a une forme de défiance par rapport aux médias, et en tout cas pour les contenus comme celui de Vlan, où tu te dis finalement je vais aller retrouver un contenu que je ne trouve pas ailleurs, pas sur les médias traditionnels en tout cas. Il y a le fait que les téléphones ont beaucoup de mémoire aujourd'hui, que tout le monde a des écouteurs sur les oreilles, ce qui n'était pas du tout le cas avant non plus. Il y a le fait que les GAFA poussent quand même vers les podcasts, c'est-à-dire que, alors même si Spotify fait pas partie des GAFA, pardon, ils poussent énormément sur les podcasts. Google a modifié l'algorithme pour les podcasts. Donc en fait, il y a un ensemble de faisceaux qui font que du coup maintenant TF1 s'est lancé, donc il y a de plus en plus, tu vois, c'est une sorte de cercle vertueux qui font que le podcast est en train de se développer, parce que aussi vraiment, ça c'est quand même la raison principale, c'est que c'est la seule attention qui reste disponible vraiment. C'est vrai, oui. Il y a les assistants vocaux, donc Google Home, Alexa, etc. Donc, je pense que ça contribue aussi au développement du podcast. C'est plus facile pour les gens d'écouter. Et comme tu disais, l'attention, en fait, on n'est pas forcément en compétition avec la vidéo ou le texte, parce qu'on peut écouter des podcasts en faisant autre chose. Et il y a peu de choses qui sont en compétition avec ça, peut-être à part la musique. Mais sinon, La c'est vrai radio, que c'est quelque chose oui, la radio, mais même la oui. radio, les gens les écoutent en podcast, en fait, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que la télé versus le replay, c'est-à-dire qu'en fait, les émissions radio, à part la matinale, en fait, tu n'écoutes plus nécessairement la radio au moment où t'écoutes pas une En émission au moment direct. où elle passe, en fait, tu Mmh. écoutes au moment où tu peux l'écouter. Et effectivement, quand je parle d'attention partagée, c'est effectivement une attention où tu vas pouvoir faire le ménage, courir, marcher, conduire, et écouter en même temps. C'est deux attentions. En fait, dans ton cerveau, ça demande deux typologies d'intelligence différentes, donc tu peux complètement les faire en parallèle. Donc c'est le premier truc. Et puis il y a un autre truc que j'ai pas dit, c'est que l'audio, ça reste la meilleure manière de raconter des histoires. C'est ancré dans dans la manière dont notre cerveau fonctionne, parce qu'en fait, avant même l'écriture, et bien avant l'écriture, et même avant, je pense, les images dessinées sur les parois des grottes, il y avait évidemment l'audio. C'était la manière dont on racontait ce qui s'était passé en fait. Et on a eu une culture orale très forte. Et en tant qu'animal, on va dire, cette culture orale, elle est restée. Donc en fait, l'émotion que tu ressens dans une voix, la proximité, l'intimité que tu arrives à retrouver dans une voix, elle est essentielle. Et c'est aussi en ça que le podcast fait beaucoup de sens. Oui, c'est vrai. Et ce format narratif permet aussi de se sentir plus proche de la personne qui fait le podcast ou de la marque qui fait le podcast. Et je trouve que la voix aussi, ça laisse place à l'imaginaire. Donc, on est vraiment, c'est une expérience beaucoup plus immersive que juste le texte ou la vidéo. Ouais, en particulier quand l'audio est bien enregistré. Mais oui, effectivement. Et justement, pour parler de l'enregistrement de l'audio, tu as aussi créé un studio de podcast Plink avec Pierre-Henri Samion. Quel est le concept? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. En fait, on a créé Plink vraiment parce que je me suis dit que la problématique à laquelle j'avais dû faire face en tant qu'indépendant, la problématique était la même pour les marques. Une volonté de créer des contenus et d'aller toucher une attention avec une attention à 100% totalement saturée, encore une fois, et donc qui coûte de plus en plus cher parce que complètement prise à 95% par les GAFA, que ce soit
Amazon, Google ou Facebook. Donc, comme ils sont un triptyque, finalement, ils peuvent faire monter les prix. C'est une question de loi de l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça que les podcasts nous ont semblé pertinents pour les marques. Donc, lui, en fait, Pierre-Henri, il est dans les studios d'enregistrement depuis 30 ans. Donc, on a des compétences qui sont complètement complémentaires, dans le sens où moi, je connais bien les marques, la stratégie de marque, la tactique, voilà, la relation aussi simplement avec les marques. Et puis, lui, il connaît très bien les ingénieurs du son, les journalistes, les comédiens, les comédiennes, les studios d'enregistrement, les ingénieurs, enfin, tout ce qui est nécessaire, évidemment, pour créer de l'audio. Et aujourd'hui, on se focalise sur une typologie de podcasts qui sont, alors, c'est un barbarisme, mais que j'ai inventé, qui est le B2P. Je crois pas que ça existe. Je pense que j'ai vraiment inventé. Le business to professional. Et par professionnel, j'entends les collaborateurs, les clients, pourquoi pas des partenaires. Mais en tout cas, on s'est dit, après, avec de l'expérience, que les podcasts qui font le plus de sens pour les marques, ça reste des podcasts B2P et moins des podcasts grand public, B2C. C'est pas que B2B, en fait. C'est B2P dans le sens où il y a les collaborateurs et d'autres parties prenantes potentiellement. Et comme ça, on a fait le podcast d'Instagram, qui est destiné aux gens qui veulent mieux réussir sur Instagram, donc c'est complètement B2B. On a fait le podcast d'Uber, qui est un podcast qui est dédié aux chauffeurs, donc là c'est business tout collaborateur. On a fait un podcast pour Greenpeace, on a fait un certain nombre de podcasts. Alors après, on en a fait aussi des B2C, mais qui sont pas forcément les meilleurs. Mais je connais pas beaucoup de podcasts en France B2C qui fonctionnent super bien. Donc c'est pour ça que le B2P, Oui. j'invente un acronyme. C'était d'ailleurs une des questions. Est-ce que tu as des exemples de podcasts de marque B2C que tu trouves bien? Donc, on a... En fait, oui, j'en ai, mais pas en Oui. France. En France, le seul qui est intéressant, c'est Cigarette, je trouve, qui est vraiment bien réussi. Aux États-Unis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est celui de Casper, parce qu'ils, en fait, Casper, donc ils vendent des matelas. Ils ont deux personnes, ils proposent aux gens d'envoyer leurs rêves et ils les analysent. Donc il y a une question de, de, de communauté parce que les gens peuvent envoyer leurs rêves. Et puis ça parle pas évidemment du matelas, ça parle de quelque chose qui est beaucoup plus voilà, au-dessus du matelas et donc le rêve. Ça, je trouvais ça intéressant. Évidemment, Tinder qui parle des relations amoureuses, pas nécessairement que les relations amoureuses sur Tinder, mais les relations amoureuses en général. Et après, il y a l'inénarrable exemple de The Message, qui est le podcast de General Electric, qui est une fiction de science-fiction. Donc voilà, c'est des exemples un peu emblématiques, je pense, quand on parle de podcast de marque. Oui, du coup, enfin, je pense qu'il y a quand même des belles choses à faire quand on crée un podcast de marque. Mais les erreurs que les marques font, c'est qu'elles sont concentrées un peu trop sur la marque, sur le produit, et que peut-être elles osent pas en fait aller plus loin sur ce terrain de jeu où ils se permettent moins de liberté créative. Et donc du coup, c'est pour ça que, enfin, en tout cas, les podcasts que tu citais maintenant sont vraiment des podcasts où ils ont pensé out of the box. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui achète nos produits euh, prendrait plaisir d'écouter et qui a quand même un lien avec la marque. Et je pense que c'est important en fait de s'autoriser à oser et à faire preuve d'audace, à peut-être même créer de la fiction. Ouais, complètement. En fait, je pense qu'il faut se concentrer sur ton sense of purpose. En fait, quand tu réfléchis en fait, pour parler des erreurs des marques d'abord. Les erreurs des marques, elles sont nombreuses. La première, c'est de vouloir faire un podcast parce que le podcast en ce moment c'est cool, donc tu coches la case. Ça, c'est la première erreur que je vois de manière très systématique, c'est-à-dire ah, tiens, on va faire un podcast. La deuxième erreur, c'est de penser qu'on va faire un podcast parce que c'est pas cher et que ça coûte moins cher que la vidéo. Donc c'est souvent tiens, on n'a plus beaucoup de budget, on a une petite queue de budget, on va faire un podcast. Voilà. La troisième erreur, c'est de faire un podcast sans réflexion stratégique. C'est-à-dire, c'est exactement ce à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire, on fait un podcast, on sait pas trop de quoi on va parler, mais faisons un podcast, ça a l'air intéressant, et effectivement, ça finit par, on va parler de nous, et ça va être super. Euh, et en fait, quand tu fais une stratégie de contenu, il faut réfléchir à quels sont les meilleurs médiums pour toucher les personnes. Et parfois, le podcast juste s'inscrit pas dedans. Enfin, et c'est pas grave. Et le podcast, parfois, s'inscrit dedans. Il faut réfléchir en quoi ça peut être intéressant d'utiliser la voix. Qu'est-ce qu'on peut peut-être remplacer aussi. Là, on est en train de travailler pour Danone sur un projet où en fait, ils sont en train de passer d'un truc qu'ils faisaient en visio à quelque chose qui va être en podcast parce que ça fait juste plus de sens.
Mais ça peut être aussi simplement, regardons les valeurs de la société, regardons quelles sont celles qui sont moins bien défendues et qu'on pourrait peut-être défendre par un autre médium que pourrait être le podcast. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment cette réflexion en repartant des valeurs et du sense of purpose et pas de se dire comment on peut dire la même chose que sur Facebook et Instagram ou Twitter ou LinkedIn, mais sur un podcast. Ça, c'est stupide. En fait, il faut vraiment que ce soit complémentaire. Je pense que le podcast est plus un contenu de marque, ou une manière de créer une relation intime avec ses clients, plus qu'un canal d'acquisition. Et peut-être que c'est là aussi que certaines marques, en fait, elles s'imaginent qu'elles vont avoir un ROI immédiat sur le podcast, ce qui n'est pas encore... Ouais, alors effectivement, tu as raison. Je pense que, en fait, si, en fait, le ROI, je pense que les gens le définissent mal. Il a été défini par Forrester en 2009 ou 2011 de manière assez juste. En fait, le ROI n'est pas que le court terme financier, directement financier. En fait, Forrester te montre qu'en fait, il y a 4 typologies de ROI. Le ROI, c'est un ensemble de 4 éléments. Il y a effectivement le directement financier court terme, ce que tu pourrais toucher par de l'affiliation, du search, j'en sais rien, enfin peu importe, des coupons, voilà, tout ça c'est du financier court terme et c'est super. Après, il y a du directement financier long terme. Le directement financier long terme, ça va être par exemple le SEO. Pourquoi pas le podcast peut s'inscrire à cet endroit. Après, tu as du indirectement financier court terme. Là, ça va être plutôt ta relation avec les influenceurs qui vont générer de la notoriété, etc. Et puis, tu as de l'indirectement financier long terme. C'est là où on va retrouver le Net Promoter Score ou tout ce genre d'éléments. Souvent, le podcast, il s'inscrit soit en directement financier, soit en indirectement financier, mais en tout cas, il est là. Et l'idée, c'est pas de dire que il y a une des typologies de ROI qui est mieux que les autres. L'idée, c'est de dire, il faut qu'on travaille les 4, dans tous les cas. Bien sûr qu'on a tendance à vouloir pencher sur le directement financier court terme, mais effectivement, comme tu disais, le podcast ne le permet pas. Donc ça sert à rien, mais le contenu de manière générale ne permet pas de créer du ROI financier court terme. Tu fais de la notoriété de marque, de la préférence de marque, mais tu fais pas, à moins que tu sois une startup absolument inconnue, de la vente directement par le contenu. C'est rare. Oui, tu as raison. Même si j'avais vu une étude faite aux États-Unis par Nielsen qui disait que l'intention d'achat augmente de 10% chez les auditeurs d'un podcast. Donc, comme pour tout contenu, comme tu disais, il y a quand même un impact sur les ventes, mais il est difficile à le mesurer à court terme. En fait, c'est juste que le ROI n'est pas que enfin, en tout cas, le KPI du ROI n'est pas uniquement les ventes et la marge. Tu vois, ça peut pas être que ça, en fait. Donc, il faut que tu intègres d'autres éléments, dont le NPS, le Net Promoter Score, mais ça peut être aussi la rétention client, ça peut être plein de choses, en fait. Et tout ça, ça se travaille avec la préférence de marque et donc effectivement les contenus. Tu mentionnais le SEO tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, le podcast s'intègre aussi dans une stratégie de référencement, vu que la recherche vocale se développe de plus en plus et que Google met en place plein d'améliorations d'algorithmes pour le voice search? Mmh. Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour le SEO. D'abord, Google a modifié les algorithmes pour que les podcasts remontent sur les pages de recherche. Donc généralement les podcasts remontent en première page. Donc ça c'est un vrai élément, sans même parler de voice search, juste de search classique. Il y a une intégration assez automatique de YouTube. Donc en fait tu diffuses automatiquement sur YouTube, donc tu te références aussi sur YouTube naturellement. Et ensuite, effectivement, tu as raison, le voice search qui est en train de se développer énormément, lié à la mobilité, lié à beaucoup de choses. Donc la voix, de toute façon, on sait que c'est la voix VOX, c'est la voix VOIE d'avenir. Et tous les GAFA sont en train de s'engouffrer dedans, GAFA élargi évidemment, parce que ça, là je parle pas des BATX et de Spotify et de Microsoft, mais c'est certain que la voix c'est vraiment le lieu vers lequel tout le monde va, parce qu'en fait le reste a été entre guillemets déjà décimé, quoi. Il y a plus beaucoup de place. Après, on pourrait parler des réseaux sociaux et des jeux virtuels, etc., qui vont sans doute remplacer, à mon sens, les réseaux sociaux qu'on connaît dits entre guillemets classiques. Mais effectivement, là, tous les GAFA vont vers le duo, dont le search, naturellement, en particulier avec les Alexa et autres outils d'accompagnement vocaux. Ouais, c'est vrai que je vois depuis quelques mois, on a même notre podcast qui est visible sur Google. Quand on tape une requête, on peut cliquer et l'écouter directement sur Google, et ce qui est pas mal. Ouais, complètement. Pour revenir aux marques, est-ce que tu aurais un conseil pour une marque qui voudrait justement se lancer dans le podcast? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ou des bonnes pratiques à avoir?
En fait, pour se lancer dans le podcast, il faut comprendre d'abord ce que j'ai expliqué au préalable, mais il y a plusieurs manières de se lancer dans le podcast. Il n'y a pas que créer un podcast. Ça peut être sponsoriser un épisode. Ça peut être être l'invité d'un épisode et de manière payante. Ce qui fait que tu obtiens, ça dépend ce que tu cherches en fait. Si tu cherches à faire passer un message auprès d'une communauté dans le court terme, ben, peut-être que la bonne méthode, c'est de se faire inviter sur un podcast de manière payante et de toucher directement cette communauté-là. Ou, pourquoi pas, de faire des pré-rolls. Les pré-rolls, c'est quelque chose qui marche super bien. Donc, en fait, c'est un message, entre guillemets, publicitaire, moi je dirais plutôt de recommandation, qui est en amont du podcast. Il faut pas que ça soit publicitaire, justement, il faut que ce soit ce qu'on appelle host read, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'hôte ou l'hôtesse du podcast qui va lire le message. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui écoutent un podcast, ils ont une intimité qui s'est créée avec l'auteur ou l'autrice du podcast. On a l'habitude de l'écouter, on fait confiance parce qu'on connaît sa voix. Et ça dépend comment c'est dit et comment c'est lu, mais en fait, on est aux confins de l'influence et de la publicité. Ça s'achète au mille comme de la pub, mais par contre, c'est de la vraie influence. Et nous, on voit que ça marche super bien. Et on a créé Plink Media pour faire ça, avec les podcasts indépendants. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, tu as ces deux manières-là. Et puis après, tu peux aussi créer un podcast. Et pour créer un podcast, ben, il faut se poser les questions que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est quoi ma stratégie de contenu? C'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Euh, c'est quoi ma raison d'être? Et du coup, quel va être mon podcast? Nous, on fait des workshops pour accompagner les marques, pour qu'elles puissent définir le meilleur podcast pour elles. Euh, et choisir un studio qui correspond à ce que je cherche. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, nous, on est assez agnostique. On n'a pas de ton particulier chez Plink, mais par exemple, si je prends Louis Média et que tu veux absolument le ton de Louis Média, il faut aller bosser avec Louis Média, c'est sûr. Louis Média, c'est un studio plutôt tourné vers les femmes, qui fait des super contenus. Euh, et voilà, moi j'ai aucun problème à parler des concurrents entre guillemets parce que je ne considère pas nécessairement concurrents. Euh, je pense que c'est juste que si tu veux un ton particulier, ben c'est sûr que Louis Média, ils ont un ton particulier. Nous on s'adapte au ton de la marque par exemple. Donc après, ça dépend vraiment vraiment ce que tu cherches. Oui, c'est clair. Et pour la promotion sur des podcasts indépendants, quel est le processus chez vous? En fait, c'est un point que j'ai pas abordé. Effectivement, quand tu lances ton propre podcast, avant même de répondre à ta question, quand tu lances ton propre podcast, il faut aussi penser à la communication autour de ce podcast. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les partenariats avec les médias ne fonctionnent pas. Ce qu'on a constaté, c'est que en fait, il va falloir pousser ce podcast en médias. Et le seul média qui fonctionne, c'est justement la recommandation en pré-roll. Donc du coup, ça me permet de faire le pont avec la question que tu me poses. Comment ça se passe? Bah, tu téléphones à Plink ou à d'autres. Tu nous expliques ce que tu veux faire. Et tu nous donnes un budget. En fait, on peut pas partir comme du média classique, hein, donc on peut pas partir sans budget. En essayant de comprendre la cible que tu essayes, en tout cas les communautés que tu essayes de toucher. Et en fait, en fonction de ça, on va te sélectionner des podcasts. Euh, on va faire le brief aux podcasteurs. Ils vont revenir avec un texte écrit. Tu valides le texte écrit. Une fois que tu as validé les textes écrits, ils enregistrent et tu valides l'oral. Une fois que c'est validé l'oral, et ben ils diffusent et on te fait un rapport de stats tout simplement. C'est assez straightforward. Oui. Après, dans le cas où on crée, enfin la marque décide quand même de créer son propre podcast, d'après toi, quels sont les meilleurs moyens de promouvoir son podcast? Enfin, il y a les réseaux sociaux, etc., le bouche à oreille, mais Ouais, bien sûr. Les meilleurs moyens, c'est effectivement tes propres réseaux. Ça, c'est le premier. Ta newsletter, pourquoi pas. Après, ça dépend aussi des gens que tu invites. C'est-à-dire que les gens que tu invites, potentiellement, ils peuvent avoir des grosses communautés sur leurs réseaux sociaux. Ça peut être une bonne manière. La pertinence de ton contenu, la pertinence de la longueur du podcast. Même s'il n'y a pas de longueur type pour un podcast, moi, je recommande toujours de faire dans les 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend des typologies. Quand c'est de la conversation, en tout cas, moi, j'ai tendance à faire une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Quand c'est du documentaire, de toute façon, c'est plus cher. Donc, en général, on descend à 10 minutes. Euh, D'être très régulier sur la publication. On peut pas payer ni Spotify ni Apple qui sont quand même. Enfin, Apple c'est quand même 70% de l'audience, hein, donc aujourd'hui en tout cas, on peut pas payer Apple pour remonter dans les classements. Donc simplement poster de manière régulière au tout début en particulier, inviter des personnes qui ont une audience et qui vont pouvoir promouvoir le podcast. Et idéalement, effectivement, faire de la promotion donc en pré-roll sur d'autres podcasts qui sont liés à ce que tu essayes de dire toi-même. Et je pense que ça, c'est quand même la meilleure manière de se lancer. Et après, bah, évidemment, la qualité du contenu et la régularité vont faire la différence.
Et d'ailleurs, pour ce qui est de chercher des invités pour son propre podcast, toi, comment tu démarches pour avoir de nouveaux invités sur Vlan? Nous, par exemple, on utilise beaucoup LinkedIn ou Instagram en contactant directement les personnes. Est-ce que toi, tu utilises ces méthodes ou d'autres méthodes? Moi, il y a plein de méthodes. Genre, il y a beaucoup de gens que je rencontre en soirée ou à des dîners, tout simplement. J'ai cette chance de rencontrer pas mal de... Moi, je reçois beaucoup de chercheurs, donc d'anthropologues, de sociologues, de psychologues, etc. Et j'ai la chance d'en rencontrer beaucoup dans ma vie. Et après, il y a un cercle vertueux qui se met en place, comme pour vous, j'imagine, de personnes qui vous disent, ah tiens, il faut absolument que tu reçoives mon pote qui parle de ça. Ou, ah, tu me connais, machin. Après, j'ai aussi des invités qui me disent, des invités, des auditeurs, auditrices qui me disent, ah, mais vous devriez absolument inviter un tel ou une telle. Et puis après, effectivement, comme vous, quand il y a des personnes que je veux absolument recevoir, par exemple, en ce moment, je suis en train d'essayer, enfin, en ce moment, depuis 2 ans, de recevoir Papendai, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La condition noire, bon, là, qui fait encore plus de sens en ce moment, mais moi qui est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, j'ai jamais réussi à le contacter, j'ai encore réécrit hier. Et voilà, je passe aussi par les maisons d'édition, en ce qui me concerne, parce que souvent, les gens que je reçois, ils ont écrit des bouquins. Donc voilà, c'est comme ça que je procède pour recevoir les personnes. Et je voulais savoir aussi, quel est ton process quand tu crées un nouvel épisode? Est-ce que toi, tu as un process pour sortir un nouvel épisode du moment où tu as l'idée à trouver l'invité et ensuite publier l'épisode? En général, en fait, j'aime les sujets que je traite sur Vlan, c'est des sujets qui me passionnent. Donc en fait, ça me demande pas un effort particulier de consommer leur contenu. Donc en général, je regarde des vidéos, je lis leurs bouquins. Tu vois, par exemple, là, je vais recevoir Adèle Von Ries qui sort un bouquin sur la vie ordinaire. Et en fait, enfin, donc il est sorti hier, ce bouquin, je crois de mémoire, elle me l'a fait envoyer par sa maison d'édition. C'est un bonheur à lire. Donc je suis pas du tout, c'est pas comme si c'était une souffrance. C'est vrai que ça me prend du temps, mais voilà, je le lis avec grand plaisir. Je lis pas tous les bouquins de tous les gens que je reçois, mais si je les lis pas, dans ce cas-là, je vais regarder des vidéos. Et surtout, moi, je fais pas de préparation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une conversation sans question préalable, parce que de mon expérience en table ronde ou autre, quand tu prépares de trop, en fait, tu n'écoutes plus l'auditeur, tu n'écoutes plus, pardon, la personne qui parle, tu réfléchis à ta question suivante. Et ça, c'est problématique. Et en fait, moi, j'ai envie que les personnes ressentent cette spontanéité, cette fraîcheur. Ça te permet peut-être moins d'aller dans la profondeur des choses que si tu avais préparé toutes les questions. Mais par contre, il y a une fraîcheur que moi, j'aime bien. Et c'est pour ça que je prépare pas nécessairement les questions, en fait. Tu parlais juste avant de livres et de maisons d'édition. Et justement, je voulais parler de ton livre. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle Insoutenable paradis. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le titre. C'est une réflexion sur la manière dont nous allons devoir faire face aux défis concernant nos modes de vie, et en particulier aux défis climatiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le livre? Ouais, bien sûr. En fait, je suis parti d'une question qui est la mienne, qui est, ben moi, en fait, j'ai une conscience écologique, mais je suis pas militant. J'ai pas l'intention d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Et sincèrement, je sais pas comment je fais. Et je vois bien que le problème, il est complexe. Et j'arrive pas à démêler la plotte, en fait. Parce que moi, je suis prêt à faire des efforts, mais j'ai pas envie de tout sacrifier non plus. C'est-à-dire qu'en vrai, mon mode de vie moderne, d'avoir un lave-vaisselle, un lave-linge, le chauffage, de l'eau chaude quand j'en ai envie, etc. En fait, moi, j'aime bien. Je vais pas mentir. Enfin, l'idée, c'est pas de se dire que demain, je vais plus utiliser tout ça. C'est pas vrai. Et en fait, ce que j'aime pas dans les discours sur l'écologie aujourd'hui, c'est que souvent, ils sont binaires. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des gens qui sont euh, climato-sceptiques ou alors qui te disent la technologie va nous sauver, on peut continuer à faire notre mode de vie, ce qui nous arrange bien. Et de l'autre côté, des gens qui vous disent collapsologue, c'est la catastrophe, il faut tous effectivement aller habiter à la campagne et élever des chèvres dans le Larzac. Sauf que, ou faire de la permaculture. Sauf que quand tu habites dans la ville, que tu es comptable, que tu es RH, que tu es marketeur ou vendeur dans une boutique, ben en fait c'est super de voir ces gens-là, mais en fait ça ne te voque rien. Et en fait majoritairement, je crois que les gens sont au centre de ces deux visions assez extrêmes et finalement ne savent pas comment s'y prendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi je suis assez basique comme garçon, donc je suis allé voir les trois éléments qui font société, c'est-à-dire la société civile, avec pas mal, tous les gens que j'en sois sur Vlan par ailleurs, mais beaucoup de gens d'anthropologues, sociologues, psychologues, etc. Des gens de la politique, donc François Hollande, Gaspard Ganzer, des gens de lobby, etc. Et puis des patrons de boîtes, comme le patron de la Maïf, l'ancien patron de Fleury Michon, ou le patron de L'Oréal en France. Pour essayer de comprendre, globalement, comment on s'en sort. Et en fait, je propose de faire un pas de côté. Moi, je crois pas que
il faille vivre dans une écologie punitive ou restrictive. J'ai l'association que comme pour un régime alimentaire, il vaut mieux faire un pas de côté et changer la manière dont tu te nourris plutôt que essayer de manger que de l'ananas ou j'en sais rien, enfin, peu importe le régime que tu dis, ou moins de viande ou plus que de la viande ou peu importe le régime qui fonctionne en général pas beaucoup. Et faire un pas de côté, ça signifie changer de spiritualité de société pour moi. C'est-à-dire changer ton rapport au monde. C'est pas du tout ésotérique quand je parle de spiritualité. La spiritualité, le spirituel, on pourrait revenir au spiritualisme, mais en gros, euh, c'est tout ce qui n'est pas le corps, donc c'est tout ce qui est dans la tête. Et par exemple, moi, je suis assez convaincu que notre conception du bonheur et du succès n'est pas la bonne, parce qu'on a une conception du bonheur et du succès qui est autour de l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent, euh, et c'est pas la bonne, et donc il faut en changer. Et ça prend plusieurs éléments que je décris dans le livre. Et je crois que à aujourd'hui, les entreprises ont un rôle majeur à jouer, même si on attend tous que ça vienne du politique. En réalité, on se rend compte quand on s'intéresse au sujet que ça viendra pas nécessairement du politique. Ça ne veut pas dire qu'en fait le triptyque que j'ai décrivé tout à l'heure, il fonctionne ensemble, mais il reste aussi beaucoup immobile ensemble. Et je crois que les entreprises ont un rôle majeur à jouer en ce moment, et donc c'est ce que je décris dans le livre. C'est un livre hyper accessible, mais qui parle d'une problématique complexe et qui essaye de prendre tous les côtés de la problématique en fait, sans forcément rentrer dans le détail de tout. Hein. L'idée c'est pas de devenir un expert et je le suis pas de toute façon, mais je me suis intéressé de près, je crois. Donc c'est une enquête, c'est aussi une quête personnelle, mais c'est aussi un essai. C'est un essai sous la forme d'une enquête finalement. En tout cas, j'ai hâte de le lire. C'est vrai qu'il est compliqué de se retrouver aujourd'hui. Comme tu dis, on est un peu au milieu. On veut bien sûr faire ce qui est bien pour la planète, pour l'environnement. Mais au quotidien, on a du mal à se retrouver, à prendre les bonnes décisions ou savoir vraiment ce qu'il faut acheter ou pas. Complètement. En fait, la société nous emmène dans des injonctions contradictoires hyper fortes. En fait, c'est ça qui est compliqué. Il y a deux choses qui sont très compliquées pour les gens, je crois. La première, c'est qu'on te décrit le bonheur toujours de la même manière, dans les films, dans les musiques, dans les séries, dans les pubs, et c'est toujours cette histoire d'accumulation. Donc quelque part, on te dit le bonheur, c'est ce mec, cette fille sur ce yacht, sur cette mer translucide, et d'un autre côté, on te dit ah bah non, toi tu prends pas ta voiture parce qu'en fait tu pollues. Donc ça, c'est insupportable en fait. Et la deuxième chose qui est très compliquée à gérer pour les gens, c'est l'invisibilité de leur impact. C'est-à-dire qu'on te dit que tu as un impact horrible et en même temps, tu ne le vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, je sais pas, si j'imagine que les voitures diffusaient ou même simplement avaient un compteur de diffusion de CO2 et que tu le voyais, peut-être que tu consommerais moins. Si ta douche avait un compteur d'eau, peut-être que tu consommerais moins d'eau. Simplement, aujourd'hui, on te reproche des choses que tu ne vois même pas. C'est hyper compliqué, en fait. Et on t'invite à vivre dans une société moderne d'hyperconsommation. Et en même temps, tu sais bien que c'est pas la bonne manière de vivre. Alors du coup, c'est complètement schizophrène. Et c'est pour ça que je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, mais il n'y a pas que les entreprises, il y a les artistes, il y a évidemment ce que disait tout à l'heure les chercheurs, donc la société civile, et puis la politique qui va jouer son rôle aussi à un moment donné par la législation, bien sûr. Oui, j'ai lu il y a quelques jours que Zalando, ils font le pari de ne vendre que des marques responsables d'ici à 2023. Et ouais, je sens qu'il y a une réelle tendance à l'éco-responsabilité chez les marques en ce moment. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, en fait, ce que j'en pense, c'est que c'est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es responsable, tu n'existeras plus. Je pense qu'aujourd'hui, les marques n'ont plus le choix que d'être politiques et de prendre des décisions courageuses. Euh, et en fait, ce qui est vachement intéressant, si tu veux, c'est que il faut redéfinir cette notion de croissance, il faut redéfinir cette notion de succès, de performance, comprendre que ce qu'on appelle la croissance aujourd'hui, qui est une croissance financière court terme, est en réalité une forme de décroissance à long terme. Ça, c'est un concept que moi j'ai mis du temps à comprendre, mais l'image la plus simple pour la saisir, je crois, c'est de se dire, quand tu te fais un shoot d'héroïne, j'en sais rien, tu prends une ligne de cocaïne, c'est évident pour tout le monde que, bien sûr que ça te fait du bien sans doute sur le moment, mais que tu es en train de détruire ton corps. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais mais a priori, bon, tout le monde est après d'accord avec ça. Oui, oui. Et en fait, c'est la même chose avec la performance financière. Ce que tu considères comme de la croissance, c'est en fait de la décroissance, parce qu'en fait, donc écologie, écosophie, l'éco c'est la maison, d'accord, en grec. Donc en fait, à partir du moment où tu comprends que tu es la nature, en fait, quand on dit il faut se connecter à la nature, en fait, tu es la nature. Il faut reconnecter à la nature dans ta tête, parce que ton corps, il est complètement de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais partie de cette nature. Tu es pas, on n'est pas des êtres qui sont extraits de la nature. Tu vois, on fait partie de l'écosystème.
comme les chats, comme les chiens, comme l'herbe, comme ce que tu veux, comme les arbres. Donc t'en fais partie. Et à partir du moment où tu comprends qu'en fait, à chaque fois que tu abîmes la nature, tu t'abîmes toi-même. Donc en fait, que tu fais de la décroissance finalement, comme on pourrait l'envisager pour de la cocaïne ou de l'héroïne, mais en fait, tu changes ton rapport. Et c'est ça que les entreprises vont devoir faire. Et en fait, on le sait. Donc en fait, la question, tu vois, c'est un peu comme moi, j'ai l'impression de revivre la vague digitale. J'ai l'impression de me retrouver en 2007-2008 en fait, c'est-à-dire avec des marques qui commencent à comprendre et qui se disent ah bah tiens, on va faire de l'éco-responsabilité un petit peu sur le côté. Donc on va financer euh, des associations ou alors on va je sais pas, planter des arbres pour continuer à faire ce qu'on fait comme d'habitude. Ben pour moi, ça fonctionne pas en fait. Et aujourd'hui, quand tu vois une vague arriver et la vague elle est très claire, comme l'était la vague du digital à l'époque, tu peux essayer de l'ignorer en disant bon, on verra quand elle nous tapera, mais en fait, au moment où ça a un impact sur ton chiffre d'affaires, c'est déjà trop tard. Tu peux plus changer. En fait, il faut de la croissance. Il y a tellement d'industries qui ont vécu ça avec le digital et avec l'environnement, ça va faire la même chose. Donc, plutôt quand tu vois la vague arriver et que c'est très clair que tu es sur la plage, tu peux rester couché sur la plage en te disant, ben, on verra bien quand la vague va me toucher, mais en général, elle va te catapulter sur la plage. Enfin, si vous avez déjà fait l'expérience, en général, c'est ce qui arrive. Et tu vas pas retenir la vague avec tes petits bras, c'est pas vrai. Tu vas pas pouvoir lutter contre une vague. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt prendre une planche de surf et aller la surfer, quoi. Parce qu'en fait, c'est la seule manière de bien le faire. Donc, tu vois, Zalendo, ils ont compris un truc bien avant que, tu vois, le Printemps ou les Galeries Lafayette, pour prendre un exemple de grands magasins, réagissent. Alors que, tu vois, aux États-Unis, les grands magasins sont en train de mourir, ils sont en train de fermer, en fait, tout simplement. Donc, oui, la décision, elle est juste logique et toutes les entreprises vont aller vers là à plus ou moins longue échéance, mais dans tous les cas, il y aura pas le choix. Oui, le temps où les entreprises faisaient un peu de la communication sur le développement durable et c'était juste un petit plus, quelque chose à faire à côté, est révolu. Aujourd'hui, il faut vraiment repenser tout le modèle de l'entreprise, repenser toute la chaîne de production, la livraison, pour intégrer cet aspect écologique au cœur de l'entreprise, ou voire même bâtir dès le départ son entreprise sur ses principes. Et complètement. En fait, le truc, c'est que pour prendre, moi j'aime bien, vous avez bien compris, enfin là vous l'avez compris avec la cocaïne et l'héroïne, j'aime bien les images simples. Pour moi, je vais prendre une image simple, encore une fois, pour ce dont tu es en train de parler. Pour moi, financer des associations ou replanter des arbres, c'est comme un mec qui viole des filles et qui finance des associations d'aide aux femmes qui ont été violées. Mais en fait, t'as envie de lui dire, bah non, enfin, juste arrête de violer des femmes, ça sera quand même vachement plus simple. Tu vois, et pour moi, ça revient un peu au même. Et quand je te prends cet exemple qui est violent, tu vois, bien sûr, dans la manière de l'exposer, mais finalement, on est passé loin. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ben, plutôt que de financer de replanter des arbres pour continuer à faire ton business, alors bien sûr, pour l'industrie aéronautique, par exemple, c'est plus compliqué, mais il y a plein d'industries où il faut repenser le travail. Est-ce que les gens, ils ont vraiment besoin de venir au travail tous les jours? Tu vois, justement, je pense que ce confinement, ça a été intéressant pour expérimenter ça. Ouais. Tu vois, il y a une grosse partie de la pollution qui est, pas tout, mais il y a une partie de la pollution, en tout cas, qui est liée au trafic routier. Est-ce que vraiment les gens, ils ont besoin de venir dans leur bureau tous les jours? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut pas supprimer juste et repenser la manière, le mode de travail? Donc ça, c'est déjà, c'est une partie, voilà. Est-ce que je peux pas repenser le design de mes produits pour avoir un impact moins important quand les consommateurs vont utiliser mon produit? Je vous prends un exemple que je prends régulièrement, c'est la bouilloire. On a tous déjà utilisé plus ou moins une bouilloire. En général, tu mets toujours un peu trop d'eau dans la bouilloire. On a calculé en Angleterre que un petit peu trop d'eau bouillie, donc ça consomme de l'énergie. Quand tu cumules cette énergie dans tous les foyers anglo-saxons, c'est l'énergie qui est nécessaire pour éclairer l'intégralité de l'Angleterre tous les jours. Donc en fait, le truc c'est que, C'est énorme. bah ouais, mais en fait tout ça c'est du design, hein, tu vois. Là il y a des gens qui sont en train de penser à des douches, parce que tu vois par exemple quand tu prends une douche et que tu attends l'eau qu'elle soit chaude, tu réfléchis pas trop, l'eau elle est gâchée, bon ben voilà c'est comme ça. Tu vois, tu réfléchis pas, et c'est pas ton rôle de consommateur de réfléchir à ça finalement. C'est des problèmes de design. Donc pour moi les entreprises elles ont aussi un rôle majeur à jouer dans le design. Et là il y a des chercheurs qui ont, et Pierre Fabre pour les nommer, sont en train de financer ça. C'est une douche qui recycle l'eau de ta douche. Donc en fait, ça te permet de réduire de 90% ta consommation d'eau. Tu vois, en fait, des solutions, il y en a simplement. On a vécu, nous, en particulier nous, notre âge, dans une ère un petit peu comme des enfants ou des adolescents,
tu vois, hyper bourgeois et surchouchouté, on va dire, dans une ère où on avait accès à tout le temps, on ne devait pas faire attention à rien. Et en fait, maintenant, on nous dit attention, là, tu es en train de devenir adulte, il va falloir faire attention. Et en fait, les entreprises doivent nous accompagner, l'État aussi, bien sûr. Mais c'est aussi une question de prise de conscience, simplement avoir conscience de ces gestes au quotidien. Tu vois, moi, je crois que le premier geste que les gens doivent faire, c'est simplement consommer et polluer avec conscience. Ça paraît rien comme ça, mais juste se dire, ben, je sais pas, moi, dans mon bouquin, par exemple, je commence comme ça, en prenant un exemple bête, mais j'ai un Libanais en bas de chez moi. Je recevais des gens, je vais au Libanais pour prendre tu sais, des petites sauces qu'on trouve chez le Libanais. Je les monte, donc il me les met dans un petit truc en plastique. Et je les mets dans des bols parce que évidemment je vais pas les présenter dans un truc plastique. Et je me dis bah je suis con, j'aurais dû descendre avec mes bols. Et c'est débile. Voilà, évidemment c'est un exemple à la con, mais n'empêche que c'est tous ces gestes-là cumulés qui font qu'on pollue en fait. C'est cette simplicité dont on nous a, dans laquelle on nous a mis en permanence, où tu te dis bah ah ouais attends je réfléchis une seconde en fait c'est pas compliqué de prendre mes bols et enfin sincèrement c'est à 50 mètres à peine quoi, c'est rien du tout. Et bien sûr que c'est pas les petits trucs en plastique qui vont changer la face du monde, mais c'est l'ensemble de ce mouvement et c'est surtout l'état d'esprit qui est derrière en fait. C'est pas tant évidemment les trois petits trucs en plastique qui vont changer la face du monde, mais c'est l'état d'esprit. Et pour moi, tu vois, quand je parlais de spiritualité de société, c'est moi je parle beaucoup de développement du féminin par rapport au masculin. Je pense que le débat féministe, il est parfois un peu mal placé parce qu'on a tendance à mettre les femmes contre les hommes, alors qu'en fait, pour moi, c'est surtout le masculin versus le féminin. Et le féminin et le masculin, on en a tous en nous, hommes et femmes. Et en fait, en développant ce qu'on appelle la puissance masculine, c'est cette puissance extérieure, donc la force, la vitesse, tout ce que tu as besoin de mettre à l'extérieur de toi pour montrer que tu es fort. Donc ça peut être la para, ça peut être tous ces éléments-là. La puissance féminine, c'est une puissance qui est intérieure, donc la vulnérabilité, la sensibilité, l'écoute, enfin tous ces éléments-là. Et à partir du moment où tu développes ton féminin, que tu sois un homme ou une femme, en fait, tu as beaucoup moins besoin de tous ces éléments extérieurs. Et en fait, juste en faisant ça, et c'est un mouvement de société dans lequel on est de toute façon, hein, mais en fait, tu as moins besoin de prouver par l'extérieur. Et en fait, par essence, tu déconsommes, sans même te forcer, en fait. Parce que tu te suffis à toi-même, la puissance, elle est à l'intérieur de toi. Et ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont hyper importantes. Alors là, j'en prends un, mais il y en a plein d'autres, en fait, dans lesquelles, et en fait, tu peux devenir écolo, entre guillemets, sans même te forcer, pour moi. Sans même être dans la contrainte. Tout simplement parce que ça sera plus aligné avec ton mode de vie. Parce que tu auras fait ce pas de côté. C'est vrai qu'on fait tellement de choses par inertie et il suffit en fait juste de prendre un peu de recul et se poser les bonnes questions sur notre mode de vie. Je pense que le confinement, ça a poussé aussi les gens à consommer moins ou en tout cas à réfléchir plus à leur consommation. Complètement. Moi, j'ai remarqué, par exemple, tu vois, on fait des courses et comme il y a le risque que les emballages soient contaminés, on jette systématiquement tous les emballages qu'on rentre à la maison. Énorme. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement d'emballages qu'on jette et que finalement, il y a plein de choses qui n'ont pas besoin d'emballage. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Tu pourrais envisager d'avoir un truc. Tu vois, je pense aux bouteilles de lait, tu vois, t'as dû connaître ça, mais tu peux avoir tes bouteilles de lait en verre et en fait, tu les remets à chaque fois et tu pourrais envisager, moi j'ai pas fait ça, mais avoir une boîte d'œufs, tu l'emmènes au supermarché, tu la remplis et enfin, t'as pas besoin d'avoir une nouvelle boîte à chaque fois, même si en l'occurrence c'est du papier, du carton dans du papier, mais en vrai, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Mais même, je pense que pendant le confinement, ce qu'on a réalisé, et ça, je trouve ça très chouette, c'est que ce qui te manquait, c'est pas nécessairement d'aller acheter une nouvelle robe, un nouveau truc chez Zara ou H&M, même s'il y a eu la queue à la sortie du confinement. C'est plutôt ce qui t'a touché, c'est le manque de lien avec les autres. Moi, je parle beaucoup de lien, c'est de lien avec soi, de lien avec les autres et de lien avec la nature. Mais on a créé du lien avec soi en étant confiné, mais ce qui nous manquait, c'est le lien avec les autres. Ce qui nous a touché, c'est l'entraide entre les voisins. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas le fait de rouler dans une Ferrari ou de partir en vacances à Bali. Enfin, c'est pas ça. Et je pense que ça, même si évidemment ça n'a pas cheminé comme ça dans la tête des gens pendant cette période-là, et qu'il va y avoir sans doute une sorte de déversement de consommation a posteriori. Je pense que c'était intéressant. Ça fait réfléchir quand même quelque part. On arrive à la fin de l'épisode. Alors pour rappel, ton livre, c'est Insoutenable Paradis aux éditions du Node. Pour ceux qui nous écoutent, sur quel site ou réseaux sociaux on peut te suivre pour en savoir plus ? Bah écoute, ça dépend ce que tu cherches. Mais
En gros, mon podcast, sans doute, Vlan, donc qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast ou autre. Sans doute sur LinkedIn où j'écris de manière assez régulière quand même. Instagram, j'en ai 2. Donc mon perso et mon pro, le perso qui est plus perso naturellement, et le Vlan en fait qui est sur Vlan bêtement. Et puis Twitter où je suis depuis 2007. Donc c'est 13 ans que je suis sur Twitter. J'étais sur Twitter quand c'était encore des SMS. Je sais même pas si vous avez connu ça, mais à l'époque c'était des SMS que t'envoyais en Angleterre. Ouais, je pense que je t'ai même découvert sur Twitter au tout début, il y a au moins D'accord. 10 ans. Ouais, voilà. Bah, super, on va mettre tous ces liens dans la description de l'épisode. Super. Merci encore beaucoup à toi. Merci. Et puis à très vite. À très vite, merci. Merci Grégory, à très vite. Vous retrouverez le site du podcast sur e-commercegeeks.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On partage régulièrement des conseils et des astuces en e-commerce. Alors si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour développer votre e-commerce, que votre chiffre d'affaires a atteint un plateau ou que trop de visiteurs viennent sur votre site et repartent sans acheter, ou tout simplement que vous avez besoin d'un avis extérieur sur les freins à l'achat sur votre site, c'est exactement notre métier de vous accompagner. Nous avons créé un programme de coaching développé spécifiquement pour les e-commerçants qui ont des difficultés à développer les ventes de leur site e-commerce. On vous aide à identifier les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs de vente, mais aussi, et c'est très important, ce qu'il faut arrêter de faire pour avancer plus vite. Alors nous répondons à toutes vos questions et on trouve ensemble des solutions à vos plus grands challenges. Alors si ça vous parle, le programme est fait pour vous. On vous donne rendez-vous sur la page e-commercegeeks.fr/coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, à très vite.